Bienvenue en Bretagne, cette terre mystique où la mer rencontre le ciel dans une brume éternelle, où les pierres anciennes gardent les secrets des druides, et où chaque vague qui se brise contre les falaises raconte une histoire oubliée. Ici, sur ces côtes battues par l'Atlantique, les légendes sont aussi réelles que le sel qui imprègne l'air. Les pêcheurs connaissent des vérités que les savants ignorent. Les gardiens de phare voient ce que les autres ne peuvent voir. Et la mer se souvient de tout. Ce soir, alors que le brouillard s'installe sur les criques et les promontoires, nous vous offrons 5 légendes de Bretagne. 5 histoires de magie, de mystère et de mer. 5 récits qui vous rappelleront que dans cette terre celtique, la frontière entre notre monde et l'autre monde est aussi mince que la brume du matin. Installez-vous confortablement, écoutez le vent dans les ajoncs, et laissez-vous emporter par les contes de Bretagne. Histoire 1. Les pierres chantantes de Ploumanac. L'histoire commence il y a 3 générations, dans le petit village de pêcheurs de Ploumanac, où les rochers de granit rose semblent sculptés par les dieux eux-mêmes. Yann Le Goff était un pêcheur comme son père et son grand-père avant lui. Chaque matin, avant l'aube, il descendait le sentier rocailleux jusqu'à sa barque, en discuige, latente. C. était un homme solide, avec des mains rugueuses et un regard qui connaissait la mer dans toutes ses humeurs. Mais en cette année-là, quelque chose avait changé. Les tempêtes arrivaient sans prévenir, plus violentes et plus fréquentes qu'auparavant. 3 bateaux avaient été perdus en 2 mois. Les vieux du village hochaient la tête gravement. La mer était en colère, disait-il, mais personne ne savait pourquoi. Un matin de septembre, alors que la brume s'accrochait aux rochers comme de la laine mouillée, Yann décida de partir malgré les avertissements de sa femme, Maëlle. « Le ciel a une couleur étrange, » lui dit-elle en serrant son châle contre sa poitrine. « Reste à terre aujourd'hui, mon mari. » Mais les casiers étaient vides à la maison, et leurs 3 enfants avaient besoin de pain. Yann embrassa son front et promit d'être prudent. Il était à peine midi quand le vent tourna. Le ciel, qui avait été d'un gris pâle, vira au vert noir en quelques minutes. Les vagues commencèrent à gonfler, montant de plus en plus haut. Yann rama de toutes ses forces vers la côte, mais le courant le tirait inexorablement vers le large. La tempête frappa avec une fureur biblique. Les vagues étaient hautes comme des maisons, boules, écume blanche mordait ses yeux. Le mât de sa voile se brisa avec un craquement terrible. L'eau envahissait la barque plus vite qu'il ne pouvait écoper. C'est alors qu'il entendit quelque chose d'impossible. À travers le hurlement du vent et le fracas des vagues, une mélodie. Non, pas une mélodie, un chant. Des voix de pierre qui résonnaient sous la fureur de la tempête, claires et cristallines comme des cloches église. Yann cligna des yeux dans l'embrun salé. À travers la brume et la pluie battante, il aperçut les rochers de granit rose de Ploumanac, mais quelque chose en eux brillait d'une lumière étrange, bleutée, pulsant comme un cœur vivant. Le chant s'intensifia. Ce « N » n'étaient pas des mots qu'il pouvait comprendre, mais une langue ancienne, une langue qui existait avant que les hommes ne nomment la mer et le ciel. Et pourtant, d'une manière mystérieuse, Yann comprenait son message. Vers l'ouest. Tourne vers l'ouest, derrière le rocher du Père éternel. L'abri, l'abri. Sans réfléchir, obéissant à une sagesse plus ancienne que la raison, Yann tourna sa barque endommagée vers l'ouest. Les vagues le poussaient, le soulevaient, menaçaient de le renverser à chaque instant. Mais le chant continuait, le guidant, l'appelant. Et puis il le vit, une crique étroite, entre 2 masses de granit rose, un passage qu'il n'avait jamais remarqué en 30 ans de pêche dans ses eaux. L'entrée était si étroite que sa barque toucha presque les rochers de chaque côté, mais une fois à l'intérieur, les eaux étaient calmes comme un lac de montagne. Yann s'effondra au fond de sa barque, tremblant, incrédule. Au-dessus de lui, la tempête faisait rage, mais ici, protégé par les anciens rochers, il était en sécurité. Le chantesse était tu. Quand la tempête se calma enfin, 3 heures plus tard, Yann rama prudemment hors de la crique. Le village était en deuil. 2 autres bateaux avaient été perdus. Mais Yann était vivant. Cette nuit-là, il ne put dormir. Le souvenir du chant de pierre hantait son esprit. Aux premières lueurs de l'aube, avant même que Maëlle ne se réveille, il retourna à la plage. Les rochers de granit rose élevaient dans la brume matinale, majestueux et silencieux. Yann marcha parmi eux cherchant, quoi? Il ne savait pas. C'est alors qu'il la trouva. Une pierre, pas plus grande que sa main, d'un rose plus profond que les autres, veinée de quartz qui scintillait dans la lumière naissante. Elle était coincée dans une crevasse près de la ligne de marée haute, là où les vagues l'avaient déposée comme une offrande. Quand Yann la toucha,
Elle vibra sous ses doigts. Un son doux, à peine audible, comme le souffle du vent dans une flûte lointaine. Il la ramassa avec précaution et la tint dans sa paume. La pierre était chaude, vivante d'une manière qu'aucune pierre ordinaire ne devrait être. Les jours suivants, Yann garda la pierre avec lui, d'abord par curiosité, puis par respect. Il remarqua qu'elle changeait, pas de manière évidente, mais subtile. Parfois elle était froide comme la glace. D'autres fois, elle pulsait de chaleur. Et parfois, si rarement, elle chantait cette même mélodie cristalline qu'il avait entendue durant la tempête. Il lui fallut 2 semaines pour comprendre le schéma. Chaque fois que la pierre chantait, une tempête arrivait dans les 24 heures. Chaque fois qu'elle devenait froide et lourde dans sa poche, la mer serait calme. Et quand elle pulsait de chaleur sans chanter, les eaux seraient agitées mais navigables. La pierre prédisait la mer. Au début, Yann garda ce secret pour lui-même. Il testait la pierre, observait ses changements, vérifiait ses prédictions. Elle ne se trompait jamais. Jamais. Mais quand il vit le vieux Pierrick préparer son bateau par une matinée claire, alors que la pierre dans sa poche chantait son avertissement cristallin, Yann ne put rester silencieux. « Pierrick, appela-t-il en courant vers le quai, ne pars pas aujourd'hui, il y aura une tempête. » Le vieux pêcheur le regarda avec scepticisme. « Une tempête ? Regarde le ciel, Yann, il est bleu comme les yeux d'une vierge. »« Fais-moi confiance, » insista Yann. « S'il te plaît. » Quelque chose dans son ton, une urgence, une certitude, fit hésiter Pierrick. Finalement, avec un haussement d'épaules, il attacha sa barque et rentra chez lui. 4 heures plus tard, le ciel s'assombrit. 6 heures plus tard, la pire tempête de l'année frappait la côte. Pierrick vint trouver Yann cette nuit-là. « Comment savais-tu » Et Yann lui montra la pierre. La nouvelle se répandit lentement dans le village. Pas comme un feu de forêt, mais comme une marée, inévitable, touchant chacun à son tour. Les pêcheurs venaient voir Yann avant de partir. Ils sortaient la pierre, écoutaient son chant ou sentaient sa température et donnaient son conseil. Pendant 6 mois, aucun bateau de Ploumanac ne fut perdu. Dans les villages voisins, où les pêcheurs partaient selon les vieilles méthodes, en observant le ciel, en goûtant l'air, en consultant les almanachs, les pertes continuaient. Mais à Ploumanac, guidés par la pierre chantante, les hommes rentraient toujours chez eux. Puis vinrent les étrangers. D'abord, était un marchand de Brest, qui avait entendu parler d'une pierre magique. Il offrit à Yann 1000 francs, une fortune pour un pêcheur. Yann refusa. Ensuite, ce fut un professeur de l'université de Rennes, qui voulait étudier la pierre, la mesurer, comprendre son mystère scientifiquement. Yann refusa encore. Puis vint le baron. Henri de Kersin possédait la moitié des terres autour de Ploumanac. Était un homme grand, au visage sévère, habitué à obtenir ce qu'il voulait. Il arriva un matin d'hiver dans une voiture noire brillante, accompagné de 2 hommes en costume. « Monsieur Le Goff, dit-il sans préambule quand Yann ouvrit la porte de sa modeste maison, « je veux acheter votre pierre. Nommez votre prix. » « Elle n'est pas à vendre, monsieur le baron. » Le visage du baron se durcit. « Tout a un prix. »« 10 000 francs. » Maël, qui écoutait depuis la cuisine, retint son souffle. « 10 000 francs. De quoi acheter une maison en pierre, de quoi envoyer leurs enfants à l'âne, école en ville, de quoi ne plus jamais avoir faim. » Mais Yann secoua la tête. « Elle n'est pas à vendre. »« 50 000 francs, dit le baron, sa voix maintenant dure comme l'acier. « C'est ma dernière offre. »« Vous pourriez offrir tout l'or de Bretagne, répondit Yann calmement, et ma réponse serait la même. Cette pierre ne m'appartient pas pour que je la vende. Elle appartient à la mer, et la mer me l'a prêtée pour protéger mon peuple. » Le baron le regarda longuement, ses yeux froids, calculants, mesurants. Finalement, il se retourna et partit sans un mot de plus. Mais Yann savait que ce haine n'était pas fini. 3 nuits plus tard, on frappa violemment à sa porte. Était minuit passé, et Yann se leva, le cœur battant. À travers la fenêtre, il vit les 2 hommes qui avaient accompagné le baron. « Ouvre le Goff !» cria l'un d'eux. « Au nom du baron de Kersin, nous avons un ordre de saisie pour… » Mais Yann n'attendit pas la fin. Il attrapa la pierre chantante, qui reposait sur la table de nuit, et courut vers la porte arrière. Maël le suivit, les yeux écarquillés de peur. « Prends les enfants, et va chez ta sœur à Perros-Guirec, chuchota-t-il rapidement. « Je reviens bientôt. » Il sortit dans la nuit brumeuse, entendant les hommes enfoncer sa porte de devant. Il connaissait ses chemins mieux que quiconque. Chaque pierre, chaque racine d'ajonc, chaque creux dans le sentier. Il courut vers la mer, vers les rochers de granit rose.
La marée était basse, les rochers brillaient faiblement sous la lune voilée. Yann courut parmi eux, ses poursuivants maintenant derrière lui, leurs lampes balayant la brume. Il arriva à l'endroit où il avait trouvé la pierre, des mois auparavant. La crevasse était là, maintenant exposée par la marée basse. Et Yann comprit soudain ce qu'il devait faire. Avec des mains tremblantes, il sortit la pierre de sa poche. Elle brillait d'une lumière douce, bleutée, et chantait doucement. Non pas un avertissement de tempête, mais quelque chose de différent. Un chant d'adieu? De remerciement? Je suis désolé, murmura Yann. Mais je ne peux pas te laisser tomber entre de mauvaises mains. Il leva le bras pour la remettre dans la crevasse, pour la rendre à la mer d'où elle venait. Mais avant qu'il ne puisse bouger, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les rochers autour de lui commencèrent à chanter. Pas seulement un ou deux, mais des dizaines, des centaines. Chaque pierre de granit rose dans la baie, de la plus petite à la plus grande, vibrait de cette même mélodie cristalline. Le son était si puissant que Yann dut se couvrir les oreilles, si beau qu'il sentit les larmes couler sur ses joues. Les hommes du Barons étaient arrêtés, paralysés par ce qu'ils entendaient et voyaient. Les rochers brillaient maintenant d'une lumière bleue intense, transformant la nuit en un jour surnaturel. Et dans cette lumière, Yann vit des formes, des silhouettes translucides qui se matérialisaient parmi les pierres. Des hommes et des femmes en vêtements anciens, certains portant les robes des druides, d'autres les tuniques simples des pêcheurs d'autrefois. Ils se tenaient là, témoins silencieux, gardiens éternels de la côte bretonne. L'un d'eux, un vieil homme avec une longue barbe blanche et des yeux aussi profonds que l'océan, s'approcha de Yann. Il ne parla pas avec des mots, mais Yann entendit sa voix aussi clairement que s'il avait parlé à haute voix. « Tu as bien fait, fils de la mer. Tu as protégé ce qui nous a été confié. Tu as compris que certains dons ne sont pas faits pour être possédés, mais pour être partagés. Que certains pouvoirs ne sont pas faits pour enrichir un seul homme, mais pour sauver beaucoup. » La forme lumineuse tendit la main, et la pierre dans la paume de Yann éleva doucement, flottant dans l'air. Elle tourna lentement, projetant des arcs-en-ciel de lumière sur les rochers environnants. « Ce don restera parmi ton peuple, » continua la voix. « Mais pas dans une seule pierre, pour qu'aucun homme ne puisse la prendre ou la perdre. Regarde. » La pierre qui flottait se divisa soudainement en des dizaines de fragments, chacun brillant de sa propre lumière. Les fragments dérivèrent vers les rochers tout autour de la baie, se fondant dans le granit rose, devenant un avec les anciennes pierres. Maintenant, tous les pêcheurs de bonne foi peuvent entendre l'avertissement de la mer. Qu'ils viennent au rocher avec respect, qu'ils posent leurs mains sur le granit et écoutent. La mer leur parlera, comme elle t'a parlé. Les formes lumineuses commencèrent à s'estomper, leur mission accomplie. Le vieux druide fut le dernier à disparaître. Avant de partir, il regarda Yann une dernière fois. « Tu as 3 fils, Yann Le Goff. Apprends-leur à écouter les pierres. Apprends-leur à respecter la mer. Apprends-leur que certains dons sont plus précieux que l'or, car ils sauvent des vies. » Et puis il n'y eut plus que la nuit, les rochers, et le doux murmure des vagues. Les hommes du baron étaient partis, fuyant ce qu'ils ne pouvaient comprendre. Yann resta seul parmi les rochers, sentant une paix profonde l'envahir. Le lendemain matin, la nouvelle esse était répandue dans tout Ploumanac. Les pêcheurs vinrent au rocher de granit rose, touchant les pierres avec révérence. Et ceux qui venaient avec un cœur pur, avec respect pour la mer et ses mystères, entendaient le chant. Certains l'entendaient plus clairement que d'autres. Les vieux pêcheurs, qui avaient passé leur vie sur l'eau, captaient chaque nuance. Les jeunes devaient apprendre, développer l'oreille, mais avec le temps, eux aussi pouvaient comprendre. Le baron de Kersan envoya une lettre d'excuse formelle à Yann, accompagnée d'une somme d'argent pour réparer sa porte. On dit qu'il ne revint jamais à Ploumanac, hanté par ce qu'il avait vu cette nuit-là. Yann vécut encore 40 années. Il enseigna à ses fils, comme promis, et eux enseignèrent à leurs fils. La tradition se perpétua, transmise de génération en génération. Et à ce jour, si vous allez à Ploumanac tôt le matin, quand la brume s'accroche encore au rocher de granit rose, et que vous posez votre main sur la pierre avec respect, avec humilité, vous pourriez, si votre cœur est pur et votre intention bonne, entendre un chant doux et cristallin. C'est la voix de la mer qui parle à travers les pierres anciennes, avertissant les pêcheurs, protégeant les marins, gardant les côtes de Bretagne comme elle l'a fait depuis que les druides marchaient sur cette terre. Écoutez bien, la mer se souvient, les pierres chantent toujours. Histoire 2, le gardien du phare de Thévenec. Il existe, au large de la pointe du Raz, un îlot de rochers noirs, battu par les vagues les plus furieuses de toute la Bretagne.
Les marins l'appellent Thévenec, île maudite. Et sur ce rocher inhospitalier se dresse un phare, solitaire et stoïque, contre la rage de l'océan. Pendant des décennies, aucun gardien n'y restait plus de quelques mois. Ils partaient tous, terrifiés par les bruits, les ombres, les présences qu'ils sentaient dans la nuit. Certains disaient que l'île était hantée par les naufragés, qui, étaient écrasés sur ces rochers. D'autres parlaient d'une malédiction druidique. Mais tous s'accordaient sur un point. Thévenec ne voulait pas d'habitants. Était en 1910 que Baptiste Kervévan accepta le poste de gardien. Il avait 52 ans, une carrure de taureau et un cœur brisé. Sa femme, Rosen, était morte 6 mois plus tôt de la tuberculose. Ses 3 enfants adultes vivaient loin, occupés par leur propre vie. Baptiste était seul, et la solitude de Thévenec ne lui faisait pas peur. Elle lui semblait appropriée. Le bateau de ravitaillement le déposa par une matinée de mars. Le gardien précédent, un jeune homme au visage blême et aux mains tremblantes, ne dit que quelques mots avant de partir. « Fermez bien les volets la nuit, » murmura-t-il. « Et ne regardez jamais vers la mer quand le brouillard arrive. Ne regardez jamais !» Baptiste hocha la tête poliment, mais ne prit pas l'avertissement au sérieux. Il avait été marin pendant 30 ans. Il avait vu des tempêtes qui auraient fait pleurer des enfants. Des fantômes et des malédictions. Des histoires de bonnes femmes. Les premiers jours furent tranquilles. Baptiste établit sa routine, nettoyer les lentilles, remonter le mécanisme, surveiller l'horizon. La tour du phare était solide, bien construite, malgré sa réputation sinistre. Il dormait dans la petite chambre au 2e étage, mangeait ses repas simples à la table près de la fenêtre, lisait les vieux journaux laissés par les gardiens précédents. Était le 5e soir quand les choses commencèrent. Le brouillard arriva du large comme un mur gris, dense et impénétrable. En quelques minutes, Baptiste ne pouvait plus voir au-delà de la balustrade du phare. La corne de brume résonnait régulièrement, 3 coups longs suivis de 2 courts, avertissant les navires du danger des rochers. Baptiste était dans la salle de la lanterne, vérifiant les réflecteurs, quand il entendit le premier bruit. Un grincement. Comme une porte qui s'ouvre lentement des gonds rouillés protestants. Il descendit l'escalier en colimaçon, sa lampe à la main. La porte d'entrée était fermée comme il l'avait laissée, toutes les fenêtres étaient verrouillées. Rien ne bougeait. Il retourna en haut, haussant les épaules. Le vent, se dit-il, ou la vieille structure qui se tasse, rien d'extraordinaire. Mais alors il l'entendit à nouveau, cette fois plus clairement. Le grincement d'une porte, suivi de pas lents, lourds, montant l'escalier. Baptiste sentit les poils de sa nuque se hérisser. Il se pencha sur la cage d'escalier, levant sa lampe. « Il y a quelqu'un » appela-t-il, sa voix résonnant contre les murs de pierre. Silence. Puis, très doucement, un autre pas. Puis, un autre. Quelque chose montait vers lui. Le cœur de Baptiste se mit à battre plus vite, mais il se força à rester calme. Il descendit les marches, sa lampe tendue devant lui comme une arme. L'escalier était vide, complètement vide, mais les pas continuaient, montant maintenant au-dessus de lui, là où il venait de se tenir. Baptiste remonta 4 à 4. La salle de la lanterne était déserte, mais l'air y était devenu glacial, et son souffle formait de petits nuages de condensation. C'est alors qu'il vit, sur la vitre embuée de la fenêtre, une empreinte de main, comme si quelqu'un, était appuyé contre le verre depuis l'extérieur. Depuis l'extérieur, à 20 mètres au-dessus des rochers. Baptiste recula, sa lampe tremblant dans sa main. Son esprit rationnel luttait pour trouver une explication. La condensation. Une bizarrerie optique. N'importe quoi, sauf ce que ses yeux lui disaient. Mais alors l'empreinte bougea. Les doigts se refermèrent lentement, comme si une main invisible griffait le verre. « Mon Dieu » murmura Baptiste. Il se souvint soudain de l'avertissement du gardien précédent. Ne regardez jamais vers la mer quand le brouillard arrive. Mais était trop tard. Malgré lui, Baptiste se tourna vers la fenêtre qui donnait sur l'océan. Et là, dans le brouillard, il la vit. Un navire. Pas un navire moderne, mais un vieux vaisseau avec des voiles déchirées et une coque qui semblait faite d'ombre plutôt que de bois. Il flottait, non, il glissait à travers le brouillard, silencieux malgré le vent qui aurait dû faire claquer ses voiles. Sur le pont, Baptiste distingua des formes. Des hommes, ou ce qui avaient été des hommes autrefois. Ils se déplaçaient avec des mouvements saccadés, mécaniques, accomplissant des tâches marines qui n'avaient plus de sens. Et puis le navire commença à tourner,
vers les rochers, vers Thévenec, vers la mort. Non, souffla Baptiste. Sans réfléchir, il saisit la manivelle qui contrôlait l'orientation du faisceau du phare et la tourna violemment, dirigeant la lumière puissante directement vers le navire fantôme. La lumière traversa le brouillard comme une épée d'or. Elle frappa le navire, et pour un instant Baptiste vit clairement ce qui naviguait vers les rochers. Des squelettes en uniforme pourri, des visages spectres avec des yeux vides, des bouches ouvertes dans des cris silencieux d'agonie éternelle. Mais quand la lumière toucha le navire, quelque chose changea. Les spectres se figèrent. Leurs têtes se tournèrent vers la source de la lumière, vers Baptiste. Et sur leurs visages décharnés, Baptiste vit quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Le navire s'arrêta. Il resta suspendu dans le brouillard, à 50 mètres des rochers mortels. La lumière du phare continuait de le baigner, ferme et constante. Et lentement, très lentement, le navire commença à reculer. Il s'éloigna des rochers, glissa à travers le brouillard et disparut dans la nuit. Baptiste resta là, tremblant, pendant ce qui sembla être des heures. Quand le brouillard se leva enfin aux premières lueurs de l'aube, l'océan était vide. Comme si rien ne Sojammu était passé. Mais Baptiste savait que quelque chose Sojammu était passé. Quelque chose d'impossible, d'inexplicable et de profondément réel. Les nuits suivantes furent calmes. Baptiste accomplissait ses devoirs, mais il ne pouvait chasser de son esprit l'image du navire fantôme et de son équipage maudit. Il commença à rechercher dans les vieux registres du phare, dans les carnets laissés par les gardiens précédents. La plupart étaient des notes banales sur la météo et l'entretien. Mais dans le journal d'un gardien de 1875, il trouva une entrée qui le glaça. 15 mars 1875. Le brouillard est venu ce soir, j'ai vu le navire, comme les autres avant moi, l'Océane, je crois. Père du corps, eh bien en 1782. Ils naviguent encore, cherchant un port qu'ils ne trouveront jamais. Je prie pour leurs âmes. L'Océane. Baptiste se souvenait vaguement d'une vieille histoire. Un navire marchand qui avait quitté Brest en 1782, en route vers les Antilles. Il avait disparu dans une tempête au large de la pointe du Raz. 43 hommes à bord. Aucun survivant. Aucune épave retrouvée. Depuis 128 ans, ce navire et son équipage naviguaient dans les brumes, prisonniers entre la vie et la mort, rejoignant encore et encore leur voyage fatal. Baptiste ferma le journal, le cœur lourd. 43 âmes perdues. 43 hommes qui ne rentreraient jamais chez eux, ne verraient jamais leur famille, ne connaîtraient jamais la paix. Cette nuit-là, Baptiste ne put dormir. Il monta à la salle de la lanterne et regarda l'océan sombre. Le ciel était clair, les étoiles brillantes. Pas de brouillard. « Rosaine » murmura-t-il dans le silence, parlant à sa femme morte comme il le faisait souvent ces derniers mois. « Tu me dirais que je deviens fou. Peut-être que tu aurais raison. » Mais il savait qu'elle ne dirait pas ça. Rosaine avait toujours cru aux vieilles histoires, aux légendes de Bretagne. Elle lui avait souvent dit que le monde était plus étrange et plus merveilleux qu'il ne voulait l'admettre. 2 semaines passèrent. Baptiste, était presque convaincu que l'incident avec le navire fantôme n'avait été qu'une hallucination, le produit de la solitude et de la fatigue. Et puis le brouillard revint. Cette fois, Baptiste était préparé. Quand le mur gris commença à rouler depuis l'horizon, il alluma la lanterne plutôt que d'habitude, s'assurant que le faisceau était fort et constant. Il monta dans la salle de veille et attendit. Minuit approchait quand il l'entendit, le craquement familier du bois ancien, le grincement des cordages fantômes. Et là, émergeant du brouillard comme un cauchemar prenant forme, le navire. L'Océane. Il était plus proche cette fois. Baptiste pouvait voir des détails qu'il avait manqués avant. Les noms écrits sur la proue, presque effacés par le temps et le sel. Les canons qui rouillaient dans leurs sabords. Les lanternes qui ne donnaient aucune lumière. Et elle, équipage. 43 spectres qui bougeaient mécaniquement sur le pont, accomplissant des tâches qui n'avaient plus de sens depuis plus d'un siècle. Le navire dérivait vers les rochers, exactement comme auparavant. Dans quelques minutes, il écraserait contre Thévenec, rejouant son naufrage pour la millionième fois. Baptiste saisit la manivelle et dirigea le faisceau directement sur le navire. La lumière le frappa, et comme avant, l'équipage se figea. Mais cette fois, Baptiste ne détourna pas le regard. Il resta là, tenant le faisceau stable, regardant les spectres. Et l'un d'eux le regarda en retour. Était un jeune homme, ou il l'avait été autrefois. Maintenant, était un squelette en uniforme d'officier.
Mais ces orbites vides étaient fixées sur Baptiste avec une intensité qui transcendait la mort. L'esprit leva lentement une main décharnée. Pas en menace, mais en « salut, remerciement ?» Baptiste sentit les larmes monter à ses yeux. Sans savoir pourquoi, il leva sa propre main en réponse. Un geste de reconnaissance entre un homme vivant et un mort. Le navire commença à reculer, éloignant des rochers meurtriers. Mais avant qu'il ne disparaisse dans le brouillard, quelque chose d'étrange se produisit. Les spectres sur le pont commencèrent à briller. Une lumière douce, dorée, comme le soleil du matin. Elle grandissait de l'intérieur de leur forme translucide, de plus en plus brillante. Et leurs visages changèrent. La douleur, le désespoir qui les marquait depuis si longtemps commencèrent à s'estomper. Baptiste vit quelque chose comme la paix toucher leurs 13 spectres. Le jeune officier porta sa main à son front dans un salut militaire formel. Puis il sourit, un vrai sourire chaud et humain malgré le vide de son visage. Un à un, les autres spectres se tournèrent vers Baptiste. Certains saluaient. D'autres agitaient simplement la main. Tous portaient maintenant cette même expression de gratitude et de paix. Et puis, dans un éclat de lumière dorée, le navire disparut. Pas dans le brouillard, mais ailleurs. Un ailleurs que Baptiste ne pouvait pas nommer, mais qu'il sentait au plus profond de son âme. Un endroit de repos, un endroit de paix. Un port, enfin. Baptiste s'effondra dans sa chaise, pleurant ouvertement maintenant. Il pleurait pour les 43 marins qui avaient enfin trouvé la paix. Il pleurait pour sa femme, partie trop tôt. Il pleurait pour toutes les âmes perdues en mer, pour tous ceux qui n'avaient jamais trouvé le chemin du retour. Mais étaient aussi des larmes de joie, car il avait vu quelque chose de miraculeux. Il avait vu la preuve que la mort n'était pas la fin. Que quelque part, au-delà du brouillard et de la nuit, il y avait un port qui attendait. Le brouillard se leva avec l'aube, et l'océan était calme et bleu sous le soleil levant. Baptiste resta gardien de phare de Thévenec pendant 20 années encore. Le brouillard venait souvent, mais il ne revit jamais l'océan. Le navire fantôme avait trouvé son repos. D'autres gardiens qui vinrent après lui rapportèrent parfois des bruits étranges, des ombres inexpliquées, mais jamais plus le navire. Certains disent que Baptiste avait brisé la malédiction de Thévenec cette nuit-là, que sa lumière, non pas seulement celle du phare, mais celle de son humanité, de sa compassion pour les âmes perdues, avait ouvert un chemin qui était fermé depuis 128 ans. D'autres disent qu'il n'y avait jamais eu de malédiction, que les spectres n'étaient pas des menaces mais des âmes perdues qui cherchaient simplement quelqu'un assez courageux pour les voir, les reconnaître, les guider. Peut-être que les deux versions sont vraies. Tout ce que nous savons avec certitude, c'est que quand Baptiste Kervévan mourut en 1930, paisiblement dans son sommeil dans sa petite maison de Douarnenez, les pêcheurs rapportèrent avoir vu une lumière étrange au-dessus de Thévenec cette nuit-là. Une lumière dorée, chaude et accueillante. Comme un phare. Comme un port dans la tempête. Histoire 3. Le message dans la bouteille. Morgane Kilevic avait 24 ans quand elle trouva la bouteille. Était en octobre 2023, pendant ses vacances d'automne. Elle était revenue à Concarneau, la ville de son enfance, pour vider la maison de sa grand-mère qui venait de mourir. Mme Gauge Yvonne avait vécu 87 ans, les 75 dernières dans cette maison de pierre près du port. Morgane avait des souvenirs merveilleux de cette maison, l'odeur du kouign-amann frais, les histoires que sa grand-mère racontait au coin du feu, les promenades le long de la plage. Mais maintenant, Mme Gauge était partie, et ses enfants dont le père de Morgane avait décidé de vendre la maison. Trop de frais d'entretien, avait dit son père d'un ton pratique. Le marché est favorable maintenant. Ce serait stupide de ne pas vendre. Morgane comprenait la logique, mais son cœur saignait. Cette maison était le dernier lien avec un passé qui semblait de plus en plus lointain. Sa vie à Paris, son travail stressant dans une agence de publicité, son studio minuscule, ses relations superficielles, lui semblaient soudain vides comparées à la richesse de ce qu'elle était en train de perdre. Elle marchait sur la plage de sable blanc ce matin-là, retardant le moment de retourner à la maison et continuer l'inventaire déprimant. Était une matinée grise, le vent d'ouest apportait l'odeur du large. Les vagues se brisaient avec régularité sur le sable blanc. C'est là qu'elle la vit. Une bouteille, coincée entre deux rochers près de la ligne de marée haute. Pas une bouteille en plastique moderne, mais une vieille bouteille en verre vert, le genre qu'on utilisait pour le vin ou le cidre il y a des décennies. Morgane s'approcha, curieuse. La bouteille était scellée avec de la cire, et à l'intérieur, elle pouvait voir quelque chose, un papier roulé. « Un message dans une bouteille » murmura-t-elle.
un sourire involontaire touchant ses lèvres. Comme dans les histoires d'enfants. Elle ramassa la bouteille avec précaution. Le verre était épais, couvert de sel et d'algues séchées. Combien de temps avait-il flotté sur l'océan avant d'arriver ici? De retour à la maison de sa grand-mère, Morgane s'installa à la vieille table de cuisine avec un couteau pour briser le seau de cire. Elle travailla doucement, ne voulant pas endommager ce qui était à l'intérieur. Finalement, le seau céda. Morgane renversa doucement la bouteille et secoua. Le papier glissa dans sa main. Non, pas du papier parchemin épais, jauni par le temps. Avec des doigts tremblants, elle le déroula. L'écriture était ancienne, à l'encre noire maintenant pâlie à brun, mais elle était toujours lisible. À celle qui trouvera ce message, je m'appelle Marguerite Kilivitch. J. écrit ces mots le 3 septembre 1943, dans la maison de pierre près du port de Concarneau. La guerre fait rage. Mon mari, Yann, est parti avec la résistance il y a 6 mois. Je ne sais pas s'il vit encore. Morgane laissa échapper un petit cri. Kilivitch, son propre nom de famille. Et cette maison même où elle était assise maintenant. Elle continua à lire, son cœur battant maintenant à tout rompre. Nous avons une fille, Yvonne. Elle a 12 ans et elle est courageuse comme son père. Mais j'ai peur. Les Allemands sont partout. Hier, ils ont arrêté la famille Kerodren. Toute la famille, même les enfants. On dit qu'ils les soupçonnent d'aider les résistants. Je cache ce message dans une bouteille que je jetterai à la mer demain matin. Peut-être qu'il ne sera jamais trouvé. Peut-être que l'océan le gardera pour toujours. Mais je dois croire qu'un jour, quelqu'un le lira. Quelqu'un de ma famille, si le bon Dieu le veut. À toi qui lis ceci, sache que nous avons vécu ici, aimé ici, résisté ici. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive, nous n'aurons jamais baissé la tête. Nous n'aurons jamais renoncé. Cette maison a vu 3 générations de Kilivitch. Les murs ont entendu nos rires et nos pleurs, nos prières et nos chansons. Si tu es de notre sang, sache que tu portes en toi la force de tous ceux qui sont venus avant. Tu portes leur courage, leur amour, leur refus de se soumettre. Prends soin de cette maison si tu le peux. C'est plus qu'une maison. C'est notre mémoire, notre âme. Mais si tu ne peux pas, si les circonstances te forcent à la laisser partir, sache que ce qui compte vraiment n'est pas la pierre, mais l'esprit. L'esprit ne peut jamais être détruit. Il vit dans nos cœurs, dans nos histoires, dans les choix que nous faisons chaque jour, pour être bon, pour être courageux, pour être humain. Que Dieu te bénisse, enfant inconnu du futur, que tu trouves toujours ton chemin vers le port, même dans la tempête. Avec tout mon amour. Marguerite Kilivitch. Morgane resta assise, le parchemin tremblant dans ses mains, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Marguerite. Elle devait être, quoi, son arrière-grand-mère? L'arrière-arrière-grand-mère? Et Yvonne, sa mame gauche bien-aimée, avait été cette fille courageuse de 12 ans pendant l'occupation. Elle se leva brusquement et courut vers le grenier. Sa grand-mère y gardait des boîtes de vieilles photos, de documents de famille. Morgane n'y avait jamais vraiment prêté attention auparavant. Était juste de la vieille histoire familiale ennuyeuse. Maintenant, elle fouillait frénétiquement, ouvrant une boîte après l'autre. Et là, dans une boîte métallique à biscuits, elle les trouva. Des photos jaunies, une femme aux yeux doux et au visage déterminé, tenant une petite fille sur ses genoux. Au dos, écrit d'une écriture tremblante, Marguerite et Yvonne, 1940. Un certificat de mariage. Marguerite Laurent, épouse Yann Kilivitch, 14 juin 1930. Un avis de décès. Yann Kilivitch, résistant, mort pour la France, 15 janvier 1944. Et une lettre, pliée et repliée tant de fois que le papier était presque transparent le long des plis. Ma chère Marguerite, si tu lis ceci, c'est que je ne suis pas rentré. Sache que je t'ai aimé jusqu'à mon dernier souffle. Prends soin de notre Yvonne. Élève-la pour qu'elle soit forte et libre. C'est pour elle, pour son avenir que je me bats maintenant. Ton Yann qui t'aime. Morgane s'assit au milieu du grenier poussiéreux, entouré des fragments de vie depuis longtemps terminés, et pleura. Elle pleura pour Marguerite, qui avait perdu son mari dans la guerre. Elle pleura pour Yann, qui était mort loin de chez lui. Elle pleura pour la jeune Yvonne, qui avait dû grandir sans père. Mais elle pleura aussi de gratitude, car ces gens, ses ancêtres, avaient survécu, avaient persisté, avaient transformé leur douleur en force, leur perte en amour. Mame gauche Yvonne avait vécu une longue et belle vie. Elle, était mariée, avait eu 3 enfants, 6 petits-enfants. Elle avait ri et aimé, et vécu pleinement, malgré les horreurs qu'elle avait connues enfant. Et maintenant,
80 ans après que Marguerite avait jeté sa bouteille à la mer, son message était finalement arrivé à destination. À sa descendante. À une Kilivic qui en avait besoin. Morgane descendit du grenier avec le message et les photos. Elle les étala sur la table de cuisine, cette même table où Marguerite avait dû écrire ses mots d'espoir et de peur. Son téléphone sonna. Était son père. Morgane, l'agent immobilier peut venir demain pour elle, évaluation. Tu peux être là? Elle regarda les mots sur le parchemin ancien. Prends soin de cette maison si tu le peux. C'est plus qu'une maison. C'est notre mémoire, notre âme. Papa, dit-elle lentement, j'ai trouvé quelque chose aujourd'hui. Quelque chose d'important. Est-ce que tu pourrais venir? J'ai besoin de te montrer. Il arriva le soir même. Curieux et un peu inquiet, Morgane lui montra le message, les photos, la lettre de Yann. Son père, cet homme pragmatique qui voyait tout en termes de valeur marchande et de retour sur investissement, resta silencieux pendant longtemps. Puis il toucha doucement le parchemin, traçant les mots de Marguerite avec son doigt. « Je ne savais pas, murmura-t-il. Maman, Mame Gauge, elle ne parlait jamais de la guerre. Je pensais qu'elle avait eu une enfance normale. » Personne n'a eu une enfance normale pendant l'occupation, dit Morgane doucement. Mais elle a survécu, ils ont tous survécu, pour nous. Ils parlèrent tard dans la nuit, père et fille, dans cette maison qui contenait tant de mémoire. Pour la première fois depuis des années, ils parlèrent vraiment. Pas de choses superficielles, mais de ce qui comptait, de famille, d'héritage, de responsabilité envers ceux qui étaient venus avant et ceux qui viendraient après. À l'aube, ils avaient pris une décision. La maison ne serait pas vendue. Était compliqué, moins cela signifiait des sacrifices financiers, des arrangements avec les autres membres de la famille. Mais était nécessaire. Morgane demanda un congé sabbatique de son travail à Paris. Elle s'installa dans la maison de Concarneau pour 6 mois, puis 1 an. Elle découvrit qu'elle pouvait faire du freelance en conception graphique depuis la Bretagne, aussi bien que depuis Paris. Mieux, en fait. Car ici, dans cette maison, entourée de la présence de ses ancêtres, elle trouvait une inspiration qu'elle n'avait jamais connue dans son studio parisien stérile. Elle commença à documenter l'histoire de sa famille. Elle interviewa les vieux du village qui se souvenaient de Mame Gauge jeune. Elle chercha dans les archives municipales, trouva des traces de Yann dans les registres de la Résistance. Elle apprit que Marguerite avait survécu à la guerre et avait vécu jusqu'en 1976, travaillant comme couturière et élevant Yvonne seule. Lentement, pièce par pièce, une histoire prenait forme. Une histoire de courage ordinaire, d'amour qui perdurait malgré la perte, de vie qui s'obstinait même face à l'obscurité. Morgane créa un site web, les Kilivic de Concarneau, où elle partagea ce qu'elle découvrait. D'autres membres de la famille commencèrent à contribuer. Des photos, des lettres, des souvenirs. Une tapisserie de mémoire se tissait, connectant le passé au présent. Et la bouteille de Marguerite, Morgane la plaça dans une vitrine qu'elle installa dans le salon. À côté, elle mit les photos de Marguerite, Yann et de la jeune Yvonne. Une petite plaque expliquait leur histoire. Des visiteurs venaient parfois. Des écoliers qui étudiaient la Seconde Guerre mondiale. Des touristes fascinés par les histoires locales. Des membres dispersés de la famille Kilivic découvrant leurs racines. À chacun, Morgane racontait l'histoire. Comment un message jeté à la mer en 1943 avait voyagé pendant 80 ans avant de revenir exactement où il devait être. Comment les mots d'espoir d'une femme pendant la guerre la plus sombre avaient sauvé sa maison de la démolition et reconnecté une famille avec son passé. C'est impossible, disaient souvent les gens. Quelle coïncidence incroyable. Mais Morgane savait que ce N n'était pas une coïncidence. La mère bretonne gardait tout, les secrets, les espoirs, les prières. Et quand le moment était venu, quand quelqu'un en avait vraiment besoin, elle rendait ce qu'elle avait gardé. Marguerite avait écrit son message pour une « enfant inconnue du futur ». Elle ne pouvait pas savoir qui le trouverait, ou quand. Mais elle avait eu foi. Foi que ces mots trouveraient leur chemin. Foi que l'amour et la vérité pouvaient traverser les décennies. Et elle avait eu raison. 2 ans après avoir trouvé la bouteille, Morgane se tenait sur la plage de sable blanc, par une matinée d'octobre similaire. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Son père était avec elle, et ses frères et sœurs, et leurs enfants. Ils étaient venus pour une cérémonie simple. Morgane tenait une nouvelle bouteille, identique à l'ancienne, avec un message qu'ils avaient tous écrit ensemble. À celui ou celle qui trouvera ce message, nous sommes les Kilivic de Concarneau, les descendants de Marguerite et Yann. En 2023,
Le message que Marguerite a jeté à la mer en 1943 est revenu à nous quand nous en avions le plus besoin. Ces mots nous ont rappelé qui nous sommes. Ils nous ont montré que certaines choses, la famille, la mémoire, le courage, sont plus précieuses que l'or. Nous continuons son histoire maintenant. Nous prenons soin de sa maison, nous racontons son histoire, nous vivons avec le courage et l'amour qu'elle nous a légués. Si tu lis ceci dans 10 ans, 100 ans, 1000 ans, sache que tu n'es pas seul. Tu portes en toi l'héritage de tous ceux qui sont venus avant. Leur force est ta force. Leur amour est ton amour. Et si un jour tu te sens perdu, rappelle-toi, la mer se souvient toujours. Les pierres gardent nos histoires. Et l'amour, le vrai amour, ne meurt jamais vraiment. Il attend simplement le bon moment pour revenir. Avec espoir et amour, la famille Kilivitch, octobre 2025. Ensemble, ils scellèrent la bouteille avec de la cire. Ensemble, ils marchèrent jusqu'au bord de l'eau. Et ensemble, au moment où une vague se retirait, Morgane lança la bouteille aussi loin qu'elle put. Elle tourna dans l'air, capturant la lumière du matin, puis plongea dans la mer verte. Pendant un moment, ils purent la voir flotter, roulant doucement sur les vagues. Puis le courant l'attrapa et l'emporta vers le large. Vers l'inconnu. Vers l'avenir. Vers quelqu'un qui en aurait besoin, un jour. Les enfants agitèrent la main, criant des au revoir à la bouteille. Les adultes regardèrent en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. Morgane sentit une main prendre la sienne. Était son père, ses yeux brillants de larmes non versées. Elle aurait été fière, dit-il doucement. Marguerite, Mame Gauge, toutes les deux. Elles auraient été fières de ce que tu as fait, de ce que nous avons tous fait. Nous avons juste préservé ce qu'elles nous ont donné, répondit Morgane. Non, dit son père, serrant sa main. Nous avons fait plus que ça. Nous avons appris à voir la valeur de ce qui ne peut pas être mesuré. Nous avons choisi la mémoire plutôt que l'argent. L'amour plutôt que la facilité. C'est leur plus grand cadeau. Ils nous ont appris à faire les bons choix. Ils restèrent là jusqu'à ce que la bouteille disparaisse complètement de la vue, avalée par l'immensité bleue de l'Atlantique. Quelque part, à quelques moments dans le futur, elle reviendrait. La mère bretonne gardait toujours ses promesses. Et quand elle reviendrait, elle apporterait avec elle le même message qui avait résonné à travers les générations, que l'amour persiste, que la mémoire importe, que nous sommes tous connectés par des liens invisibles mais incassables, que nous ne sommes jamais vraiment seuls, car ceux qui sont venus avant nous marchent toujours à nos côtés. Dans les pierres, dans la mer, dans les mots qui trouvent leur chemin à travers le temps. Toujours. Histoire 4. Les menhirs de Carnac sous la Grande Marée. Il existe en Bretagne un lieu où 3000 pierres anciennes se dressent en alignement mystérieux, leurs origines perdues dans la nuit des temps. Les druides disaient qu'elles étaient des soldats romains pétrifiés. Les chrétiens médiévaux prétendaient que étaient des païens punis par Dieu. Les archéologues modernes parlent de calendriers néolithiques, d'observatoires astronomiques. Mais les vieux Bretons, ceux qui écoutent encore la terre et respectent les anciennes voix, savent une vérité différente. Les menhirs vivent. Pas de la manière dont les arbres vivent, poussant et changeant, mais d'une vie plus ancienne, plus lente, une vie de pierre qui bat au rythme des marées et de la lune, qui dort pendant des décennies et se réveille pour un instant de gloire. Cette histoire se passe en mars 2015, lors de ce qu'on appelle la marée du siècle, une grande marée d'équinoxe, qui ne se produit qu'une fois tous les 18 ans, quand la lune et le soleil s'alignent parfaitement avec la terre. Loïc Guyader avait 16 ans, et il détestait Carnac. Ou plutôt, il détestait avoir été forcé de quitter Rennes, ses amis, sa vie, pour venir vivre dans ce trou perdu, parce que son père avait accepté un poste de gardien au musée de la préhistoire. C'est une opportunité extraordinaire, avait dit son père avec enthousiasme. Carnac, le plus grand site mégalithique d'Europe, pense à l'histoire, à la culture. Loïc pensait surtout à l'ennui mortel d'un village de 3000 habitants où rien ne se passait jamais. Il avait tort. Le 20 mars au soir, la veille de la Grande Marée, Loïc ne pouvait pas dormir. Était absurde. Il n'était pas particulièrement intéressé par les phénomènes naturels. Mais quelque chose le dérangeait, une sensation d'attente dans l'air, comme si le monde entier retenait son souffle. À minuit, il abandonna l'idée de dormir et se glissa hors de la maison. Ses parents dormaient profondément. Dehors, la nuit était claire et froide, la lune presque pleine brillant, comme une perle dans le ciel noir. Sans vraiment savoir pourquoi, Loïc se dirigea vers les alignements de Kermario. Le site était fermé au public la nuit, mais il connaissait un endroit dans la clôture où il pouvait se faufiler. Il l'avait découvert lors d'une de ses explorations ennuyées. Les menhirs se dressaient dans la nuit, silencieux et imposants. Des centaines de pierres, certaines hautes, comme 2 hommes,
d'autres à peine plus grandes qu'un enfant, toutes alignées avec une précision mathématique qui défie l'explication. Loïc marcha entre les rangées, ses chaussures craquant sur l'herbe gelée. La lune projetait des ombres longues et étranges, transformant le site en un paysage d'un autre monde. C'est alors qu'il remarqua la lumière. D'abord, il pensa que C était sa propre ombre projetée par la lune. Mais non, C était autre chose. Une luminescence faible, bleutée, qui semblait venir de l'intérieur des pierres elles-mêmes. Loïc se figea, le souffle coupé. Il cligna des yeux, se frotta le visage. Mais quand il regarda à nouveau, la lumière était toujours là, plus forte maintenant. Les menhirs brillaient. Pas tous, seulement certains. Un ici, deux là, trois en ligne. Et en les regardant, Loïc vit qu'ils ne brillaient pas au hasard. Il y avait un motif, un rythme, comme une respiration, comme un battement de cœur. Il devrait avoir peur, se dit-il. Il devrait courir. Mais au lieu de cela, il se sentait attiré, comme si les pierres l'appelaient, l'invitaient. Lentement, presque en transe, il s'approcha du menhir le plus proche, une grande pierre de granit, haute de 3 mètres, qui penchait légèrement comme si elle portait le poids de millénaires. Il tendit la main et toucha la pierre. Le monde explosa en lumière. Loïc se retrouva ailleurs. Pas physiquement. Son corps était toujours là, sa main toujours contre la pierre froide. Mais sa conscience, son esprit, se tenait maintenant dans un autre temps, un autre lieu. Il était toujours à Karnak, mais Karnak transformé. Les menhirs étaient neufs, leur granit frais coupé et brillant. Autour d'eux, des gens travaillaient, des hommes et des femmes en peau d'animaux et tuniques tissées, tirant des énormes pierres sur des rondins de bois. Non, se corrigea Loïc, en regardant plus attentivement. Ce N n'était pas du travail ordinaire. C était un rituel. Les gens chantaient en tirant les pierres, une mélodie étrange et envoûtante. Et les pierres elles-mêmes semblaient répondre, brillant de cette même lumière bleue que Loïc avait vue dans le présent. Une femme se tenait au centre de l'activité. Elle était vieille, ses cheveux blancs tressés avec des coquillages et des os. Elle portait une robe ornée de spirales et de cercles, les mêmes motifs que Loïc avait vus gravés sur certains menhirs. Elle leva ses bras et chanta. Sa voix était puissante, résonnant comme si la terre elle-même parlait à travers elle. Et les pierres répondirent. Loïc regarda, stupéfait, alors que les menhirs commençaient à briller de plus en plus fort. La lumière bleue se répandit de pierre en pierre, créant des lignes D, énergie qui connectait l'ensemble du site en un réseau lumineux complexe. Puis la vision changea. Maintenant il voyait l'océan, proche et terrible. Une tempête comme aucune tempête moderne n'existait. Des vagues hautes comme des montagnes, le ciel déchiré par des éclairs, le vent hurlant comme un millier de démons. Le peuple de Karnak se rassembla autour des menhirs. Ils étaient terrifiés. Loïc pouvait voir la peur dans leurs yeux, entendre leurs prières et leurs pleurs. La tempête venait pour eux. Elle allait détruire leur maison, noyer leurs terres, effacer leur existence. Mais la vieille femme, la prêtresse, la chamane, peu importe son titre, ne montra aucune peur. Elle se tint au centre des alignements et chanta à nouveau. Les menhirs s'embrasèrent de lumière. Elle, énergie qui courait entre eux, s'intensifia, brillant maintenant si fort que était presque insoutenable à regarder. Elle monta vers le ciel en un pilier de lumière bleu-blanche, perçant les nuages de tempête. Et la tempête s'arrêta. Pas immédiatement. Mais lentement, inexorablement, comme si une main gigantesque la repoussait. Les vagues diminuèrent, le vent tomba, les nuages se dispersèrent. La terre était sauvée. Le peuple tomba à genoux, pleurant de gratitude et de soulagement. Et les menhirs, leur tâche accomplie, s'obscurcirent lentement, retournant à leur apparence de pierre ordinaire. Mais Loïc savait maintenant ce qu'ils étaient vraiment. Non pas des monuments funéraires, non pas des calendriers astronomiques, mais quelque chose de beaucoup plus important. Une protection, un bouclier, une technologie ancienne tissée de pierre et de foi, créée par un peuple qui comprenait des vérités que le monde moderne avait oubliées. Les menhirs étaient un système de défense contre les grandes marées. La vision se dissipa. Loïc se retrouva à genoux sur l'herbe froide, sa main toujours contre le menhir. Il haletait, tremblant, son esprit luttant pour comprendre ce qu'il venait de voir. Un rêve? Une hallucination? Mais non, sa manquesse était trop réelle, trop vivide. Il avait senti l'urgence des anciens, senti le pouvoir qui coulait à travers les pierres.
Il regarda autour de lui. Les menhirs brillaient toujours, mais la lumière pulsait maintenant avec urgence, comme un battement de cœur accéléré. Quelque chose n'allait pas. Loïc se leva, ses jambes incertaines. Il regarda vers l'océan, à peine 1 kilomètre de là, et ce qu'il vit le glaça. L'eau montait, rapidement, beaucoup trop rapidement pour une marée normale, même une grande marée. Les prédictions scientifiques avaient averti que la marée du siècle serait impressionnante, un coefficient de 119, le plus élevé en 18 ans. Mais ceci était différent. L'eau venait comme un mur, avalant la plage, avançant vers la terre à une vitesse terrifiante. Et la ville de Karnak dormait, inconsciente du danger. Loïc commença à courir, mais quelque chose l'arrêta. Les menhirs brillaient de plus en plus fort maintenant, leur lumière bleue pulsant avec frénésie. Ils essayaient de faire quelque chose, ils le sentaient. Mais quelque chose n'allait pas, Ilven était pas assez fort. Bien sûr qu'il ne l'était pas, réalisa-t-il soudain. Dans la vision, il avait vu des centaines de personnes chanter, leur voix et leur foi alimentant le pouvoir des pierres. Mais maintenant, il n'y avait personne. Les pierres étaient seules, tentant désespérément de s'activer sans telle énergie humaine dont elles avaient besoin. Loïc regarda l'océan qui montait, puis les menhirs. Était fou, était impossible. Mais il savait ce qu'il devait faire. Il courut au centre des alignements, là où la vieille prêtresse S était tenue dans sa vision. Il leva ses bras, imitant son geste. Et il chanta. Il ne connaissait pas les mots de l'ancienne langue. Il ne connaissait pas la mélodie exacte. Mais il chanta quand même, d'abord hésitant, puis avec plus de force. Il chanta pour le peuple ancien qui avait construit ce lieu. Il chanta pour la terre qui les avait nourris. Il chanta pour l'océan qui donnait la vie, mais pouvait aussi la reprendre. Les menhirs répondirent. La lumière bleue se répandit du menhir qu'il avait touché vers les autres, créant ce même réseau lumineux qu'il avait vu dans la vision. Mais elle était faible, vacillante, comme une flamme de bougie dans le vent. Il fallait plus de voix, plus de foi, plus de pouvoir. « Aidez-moi !» cria Loïc vers les maisons endormies du village, mais personne ne pouvait l'entendre. Puis il se souvint de son téléphone. Avec des doigts tremblants, il le sortit de sa poche. Il ouvrit Twitter, Facebook, Instagram, tous ces comptes de médias sociaux qu'il utilisait pour se plaindre de l'ennui de Karnak. Il écrivit un seul message. Karnak urgence. Grande marée hors contrôle. Venez aux alignements de Karmario maintenant. Portez la lumière. Portez la voix. #Sauvez Karnak. Il l'envoya, sachant à quel point cela semblait fou. Puis il retourna au centre et continua de chanter. Les premières minutes, rien ne se passa. L'océan continuait d'avancer. La lumière des menhirs continuait de vaciller. Puis Loïc entendit des voix. Des jeunes, comme lui, qui avaient vu son message et étaient venus. Certains par curiosité, certains par inquiétude, certains simplement parce qu'ils cherchaient quelque chose à faire un vendredi soir ennuyeux. Ils virent les menhirs brillants, Loïc qui chantait, et l'océan qui montait dangereusement, et quelque chose en eux comprit, quelque chose d'ancien et d'instinctif. Ils se joignirent au chant. Certains filmaient avec leur téléphone. Les vidéos se répandirent en ligne, virales en quelques minutes. Plus de gens vinrent. Des jeunes, des vieux, des locaux, des touristes qui se trouvaient là par hasard. La place autour des menhirs se remplit de voix. Ils ne connaissaient pas les mots anciens, alors ils chantaient ce qu'ils connaissaient. Des hymnes bretons. Des chansons de marins. Des comptines. Cela n'importait pas. Ce qui importait était l'intention, la foi collective, Mécholet, énergie de centaines de voix humaines unies dans un seul but. Les menhirs répondirent. La lumière bleue explosa en brillance, illuminant tout le site comme en plein jour. Le réseau D, énergie S, établit fermement, chaque pierre connectée dans un circuit de pouvoir qui bourdonnait d'une force presque palpable. Et puis, comme dans la vision de Loïc, L, énergie monta. Un pilier de lumière bleu-blanche S éleva des alignements vers le ciel nocturne, visible à des kilomètres à la ronde. L'océan hésita. Le mur d'eau qui avançait inexorablement ralenti s'arrêta. Pendant un moment qui sembla durer une éternité, il resta suspendu là, moins quelques mètres seulement des premières maisons du village. Puis il commença à reculer. Lentement d'abord, puis plus rapidement. L'eau retourna vers son lit naturel, glissant en arrière comme si elle obéissait à un commandement ancien. La foule autour des menhirs continua de chanter.
leur voix maintenant mélangeait de larmes et de rire. Certains ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait. D'autres commençaient à saisir qu'ils avaient participé à quelque chose de miraculeux, d'impossible, de profondément ancien. Quand l'aube arriva, l'océan était calme, la marée S était retirée à son niveau prévu. Karnak était sauvé. Et les menhirs, leur tâche accomplie une fois de plus après des millénaires de sommeil, s'obscurcirent lentement, retournant à leur apparence de pierres ordinaires. Bien sûr, il y eut des enquêtes. Les autorités vinrent perplexes par les rapports d'une marée anormalement haute qui avait mystérieusement disparu. Les scientifiques examinèrent les données, cherchant des anomalies sismiques ou océanographiques. Les médias parlèrent de phénomènes météorologiques inexpliqués et de possibles paniques collectives. Mais les centaines de personnes qui avaient été là cette nuit savaient la vérité. Ils l'avaient vu, senti, participé. Les vidéos qu'ils avaient prises montraient les menhirs brillants de lumière bleue, quelque chose qu'aucun expert ne put expliquer de manière satisfaisante. Artefact de caméra, dirent certains. Canular numérique, affirmèrent d'autres. Mais les vidéos continuaient à circuler. Et les gens continuaient à venir à Karnak, non plus comme de simples touristes, mais comme des pèlerins, cherchant à toucher les pierres qui avaient sauvé une ville. Pour Loïc, la vie avait changé d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ce garçon qui détestait Karnak quelques heures auparavant était maintenant son plus ardent défenseur. Il passait des heures dans les archives, étudiant les légendes anciennes des menhirs. Il apprit le breton. Il parla aux vieux qui se souvenaient des histoires de leurs grands-parents. Et il découvrit qu'il n'était pas le premier. Enfoui dans les légendes, perdu parmi les contes de fées, il trouva des histoires, des fragments, vraiment, d'autres fois où les menhirs avaient brillé. En 1897, en 1843, en 1753, toujours lors des grandes marées des équinoxes, toujours quand le danger était grand. Mais au fil des siècles, de moins en moins de gens s'en souvenaient. Le savoir était perdu, considéré comme superstition par le monde moderne. Les pierres dormaient toujours, mais personne ne se souvenait comment les réveiller. Jusqu'à cette nuit en mars 2015, quand un garçon de 16 ans avait touché une pierre et vu la vérité. Son père, le gardien du musée, devint son allié. Ensemble, ils créèrent une nouvelle exposition, pas sur les théories archéologiques conventionnelles, mais sur les traditions vivantes. Ils invitèrent les anciens du village à partager leurs histoires. Ils organisèrent des festivals lors des équinoxes, où les gens venaient chanter aux pierres, honorant les anciennes voix sans vraiment comprendre pourquoi, mais sentant que était important. « Ils pensent que nous sommes fous », dit le père de Loïc un soir, alors qu'il fermait le musée. « Peut-être que nous le sommes, » répondit Loïc avec un sourire. « Mais j'ai vu ce que j'ai vu. Et maintenant, quand les grandes marées viendront, dans 18 ans, dans 36 ans, dans 100, il y aura des gens qui se souviendront, des gens qui sauront comment réveiller les pierres. Tu penses que cela arrivera encore ?» Loïc regarda vers les alignements, sombres maintenant sous les premières étoiles. Le changement climatique rend les océans plus imprévisibles, les tempêtes plus fortes, les marées plus dangereuses. Oui, je pense que cela arrivera encore. Les anciens savaient ce qu'ils faisaient quand ils ont construit cet endroit. Ils pensaient à l'avenir. À notre avenir. Exactement. Des années plus tard, en 2033, lors de la prochaine marée du siècle, Loïc, maintenant directeur du musée lui-même, guida des centaines de personnes vers les alignements. Ils venaient de toute la Bretagne, de toute la France, du monde entier. Certains croyaient en la magie des pierres. D'autres venaient par curiosité culturelle. D'autres encore ne savaient pas vraiment pourquoi ils venaient, seulement qu'ils devaient être là. Quand la marée monta, ils chantèrent. Et les menhirs, fidèles gardiens dormant depuis des millénaires, éveillèrent une fois de plus. Car certaines protections ne sont jamais obsolètes. Certaines technologies ne deviennent jamais dépassées. Et certaines vérités, même oubliées pendant des siècles, attendent simplement le bon moment pour être redécouvertes. Les menhirs de Karnak veillent toujours. Ils dorment, patients, mesurant le temps en marée plutôt qu'en secondes, en équinoxe plutôt qu'en jour. Mais quand ils sont nécessaires, quand la mer menace, quand des voix humaines se lèvent en chant collectif, ils brillent encore. Et ils brilleront toujours. Histoire 5. Pourquoi les mouettes crient à l'aube. Ceci est la dernière histoire de notre collection bretonne, et c'est une légende d'origine. Un conte qui explique pourquoi quelque chose est comme il est. Mais comme toutes les vraies légendes bretonnes, elle porte en elle une vérité plus profonde que le simple fait qu'elle prétend expliquer. Il y a très longtemps, quand le monde était plus jeune et que les frontières entre notre monde et l'autre monde étaient plus fines,
vivait dans le village de Douarnenez une jeune fille nommée Enora. Enora N n'était pas extraordinaire d'apparence. Elle avait des cheveux bruns simples et des mains rougies par le travail de la conservation du poisson. Mais elle avait quelque chose que peu possédaient. Elle pouvait parler aux mouettes. Oh, pas comme vous et moi pourrions leur crier dessus ou leur jeter du pain. Enora comprenait vraiment leur langage. Quand une mouette criait, elle entendait non pas un simple « cao-cao », mais des mots réels, des sentiments, des histoires. « Tu es folle », lui disait souvent sa mère en secouant la tête. « Parler aux oiseaux !»« Ce n'est pas normal, Enora. » Mais son père, un vieux pêcheur nommé Gwenaël, savait mieux. Il voyait la manière dont les mouettes suivaient sa fille, comment elle la protégeait quand elle marchait près des falaises, comment elle l'avertissait quand une tempête approchait. « Elle a le don, disait-il simplement. Ma mère l'avait aussi. Cela saute une génération. » Enora avait 17 ans quand l'histoire vraiment commence, lors d'un printemps où la mer était capricieuse et les prises maigres. Les pêcheurs partaient avant l'aube et revenaient au crépuscule avec des filets à moitié vides. Un matin, très tôt, alors que le ciel était encore violet avec les dernières étoiles, Enora marchait sur la plage. C'était son moment préféré de la journée. Trop tôt pour les autres humains, mais parfait pour les oiseaux. Elle trouva la mouette près des rochers, et elle sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Était un grand goéland argenté, un mâle dans la force de l'âne, âge. Mais il ne volait pas. Une de ses ailes était tordue à un angle bizarre, et du sang maculait ses plumes blanches. « Qu'est-ce qui t'est arrivé » murmura Enora, s'approchant doucement. La mouette la regarda avec un œil brillant et intelligent. Quand elle parla, sa voix était rauque de douleur mais claire dans l'esprit d'Enora. « J'ai volé trop près du filet de Loïc Keroual. L'idiot ivre l'a jeté sans regarder. Mon aile a été prise. » Loïc Keroual était connu dans le village, comme un pêcheur négligent et brutal. Personne ne l'aimait beaucoup, mais personne ne disait rien non plus. Dans un village de pêcheurs, on ne se mêle pas des affaires d'un autre. Enora examina doucement l'aile. Elle était cassée, mais peut-être pas au-delà de toute réparation. Son père lui avait appris à soigner les blessures, d'abord avec les humains en mer, mais les principes étaient les mêmes pour les oiseaux. « Je vais t'aider, dit-elle, mais tu dois me faire confiance. » La mouette la fixa pendant un long moment, puis, lentement, il inclina sa tête. « Je te fais confiance. » Enora apporta la mouette chez elle, l'installant dans un panier avec des chiffons doux. Elle attela l'aile cassée avec des morceaux de bois et du tissu. Elle donna à l'oiseau de l'eau et de petits morceaux de poisson. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda sa mère en voyant l'oiseau. « Un être vivant qui a besoin d'aide » répondit simplement Enora. Les semaines passèrent. L'aile de la mouette guérissait lentement. Pendant ce temps, Enora et l'oiseau parlaient de la mer, du ciel, des mystères que les humains ne pouvaient jamais connaître. Le goéland s'appelait Morvran, apprit Enora. Était un nom ancien qui signifiait corbeau de mer. Et Ilven n'était pas une mouette ordinaire. « Je suis un gardien, lui dit-il un jour. Mon devoir est de surveiller les âmes des pêcheurs perdus en mer. »« Les âmes des pêcheurs » répéta Enora confuse. « Quand un homme de mer meurt, expliqua Morvran, son âme ne part pas immédiatement vers l'au-delà. Elle reste près de l'océan pendant 40 jours, veillant sur ceux qu'elle a laissés derrière. Et nous, les gardiens, nous les guidons. Nous crions pour qu'ils se souviennent du chemin vers la maison. Nous volons pour leur montrer que l'esprit peut toujours s'élever, même après la mort. » Enora fut émue par cette révélation. « Et maintenant, ton aile va guérir, mais elle ne sera jamais assez forte pour les longs vols que les gardiens doivent faire. Je ne peux plus faire mon devoir. » Il y avait une tristesse profonde dans sa voix, pas pour lui-même, mais pour les âmes qu'il ne pourrait plus guider. Cette nuit-là, Enora ne put dormir. Elle pensait à Morvran, aux âmes perdues, aux devoirs qui ne pouvaient être accomplis. Aux premières lueurs de l'aube, alors que la lumière grise du matin commençait à effacer les étoiles, elle prit une décision. Elle alla au panier où Morvran dormait et le réveilla doucement. « Je vais le faire, dit-elle. »« Faire quoi ?»« Ton devoir, guider les âmes. Je ne peux pas voler comme toi. Mais je peux crier. Je peux me lever à l'aube chaque jour et appeler pour les âmes perdues, pour leur rappeler le chemin vers la maison. » Morvran la regarda longuement. « C'est un lourd fardeau pour un être humain. Tous les jours, pour le reste de ta vie, tu devras te lever avant l'aube. Tu ne pourras jamais partir loin de la mer. Les gens te prendront pour folle. »« Je sais, dit Enora, mais c'est important. Ces hommes méritent être guidés vers la maison. » Le goéland inclina sa tête, un geste de profond respect. « Alors je t'enseignerai le cri. »
le vrai cri que seuls les gardiens connaissent. Dans les jours qui suivirent, Morvan enseigna à Enora. Pas le cri ordinaire des mouettes que tout le monde connaît, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien. Un cri qui portait en lui des harmoniques que les oreilles humaines pouvaient à peine percevoir, mais que les âmes mortes entendaient clairement. Et chaque matin, alors que le soleil commençait à peindre le ciel de rose et d'or, Enora se tenait sur la falaise au-dessus de Douarnenez et criait. Au début, les villageois pensèrent qu'elle était effectivement devenue folle. « La fille Kilivic imite les oiseaux maintenant », disait-il en secouant la tête. Mais puis quelque chose d'étrange commença à se produire. Les pêcheurs qui partaient à l'aube commencèrent à dire qu'ils se sentaient différents, protégés, comme si quelque chose veillait sur eux. Les veuves qui pleuraient leur mari perdu en mer rapportèrent des rêves où leurs défunts leur disaient au revoir, en paix, avant de partir vers l'au-delà. Les accidents en mer diminuèrent, pas complètement. L'océan était toujours l'océan, et il prenait son tribut, mais moins qu'avant. Et quand des hommes mouraient, leur famille trouvait le réconfort plus facilement, comme si leurs proches avaient trouvé un bon chemin vers l'autre côté. Le père d'Enora savait ce que sa fille faisait, même si elle ne lui expliquait jamais complètement. Il la regardait se lever chaque matin, monter sur la falaise, et lancer son cri étrange et beau vers la mer. « Tu as trouvé ton but » lui dit-il un jour. « Je crois que oui, papa. Ta mère s'inquiète. Elle pense que tu ne trouveras jamais de mari si tu continues à agir étrangement. » Enora sourit. « Alors je ne trouverai pas de mari, certaines choses sont plus importantes. » Les années passèrent. Enora vieillit, mais elle ne manqua jamais une aube. Pluie, neige, vent ou brume, elle était toujours là, fidèle à son devoir. Morvan guérit complètement, mais comme prédit, son aile ne retrouva jamais toute sa force. Il resta avec Enora, un compagnon silencieux, témoignant de son service. D'autres mouettes commencèrent à venir également, d'abord une ou deux, puis des dizaines. Elles se posaient sur les rochers autour d'Enora quand elle criait, ajoutant leur voix à la sienne, comme si elles savaient qu'elle accomplissait leur travail et voulait l'aider. Un matin, quand Enora avait 35 ans, un jeune homme apparut sur la falaise. Il était pêcheur, récemment arrivé d'un village voisin. Il avait entendu parler de la femme aux mouettes et était venu par curiosité. Il la regarda se tenir face à la mer, entourée d'oiseaux, et lancer son cri vers l'horizon qui éclaircissait, et quelque chose en lui comprit. Il revint le lendemain, et le jour suivant, et le jour d'après. « Je ne comprends pas les mots, dit-il finalement à Enora, mais je sens quelque chose, comme si tu appelais quelqu'un à rentrer à la maison. » Enora le regarda avec surprise. Peu de gens comprenaient, même au niveau basique. « C'est exactement ce que je fais. Puis-je t'aider » Elle ne sut quoi répondre. Personne n'avait jamais offert avant. Mais Morvan, perché sur son épaule, parla dans son esprit. « Laisse-le. Un gardien peut en entraîner un autre. Le fardeau est plus léger quand il est partagé. » Alors, Enora enseigna au jeune homme, qui s'appelait Yann, le cri. Il n'avait pas le don de parler aux oiseaux comme elle, mais il avait quelque chose d'aussi précieux. Un cœur ouvert et une volonté de servir. Ils se marièrent l'année suivante, non pas par romance conventionnelle, mais par un lien plus profond, le lien du service partagé, du but commun. Ensemble, ils crièrent chaque aube, et quand leurs enfants naquirent, ils enseignèrent également aux enfants, pas en les forçant, mais en expliquant simplement « Ceci est notre famille, ceci est ce que nous faisons. Nous guidons les âmes perdues vers la maison. » 2 de leurs 5 enfants choisirent de continuer la tradition, puis leurs enfants, puis les enfants de leurs enfants. Et ainsi, génération après génération, il y eut toujours quelqu'un à Douarnenez qui se levait avant l'aube et criait vers la mer. Les siècles passèrent. Le monde changea. Les voiliers furent remplacés par des bateaux à moteur, puis par des chalutiers modernes. Douarnenez devint un centre touristique, ses vieilles maisons de pêcheurs transformées en chambres d'hôtes et restaurants. Mais la tradition continua. Les gens avaient oublié pourquoi, même ceux qui continuaient la pratique ne se souvenaient plus exactement de son origine. Était devenu une coutume familiale, une vieille tradition, quelque chose que nous avons toujours fait. Mais les mouettes se souvenaient. Chaque matin, à l'aube, elles se rassemblaient toujours sur les falaises de Douarnenez, des dizaines, des centaines parfois. Elles se perchaient sur les rochers et criaient vers la mer qui éclaircissait. Et si vous écoutiez très attentivement, si vous aviez un cœur ouvert et un esprit calme, vous pourriez entendre dans leurs cris quelque chose de plus qu'un simple bruit d'oiseau. Vous pourriez entendre un appel, une invitation, un guide. Rentrez à la maison, le chemin est sûr, vous n'êtes pas oubliés, rentrez à la maison.
Les pêcheurs modernes ne comprennent plus les mots. Mais quelque part, dans une partie profonde et primitive de leur cerveau, ils sentent le réconfort. Quand ils partent avant l'aube et entendent le cri des mouettes, quelque chose en eux se détend, se sent protégé. Et quand, tragiquement, un pêcheur est toujours perdu en mer, car l'océan est toujours l'océan, et il prend toujours son tribut, sa famille trouve souvent un réconfort étrange. Ils rêvent de lui, en paix, entouré de lumière et de la sensation de rentrer enfin à la maison. C'est pourquoi les mouettes crient à l'aube. Pas parce qu'elles ont faim, bien que cela puisse être vrai également. Pas simplement pour marquer leur territoire ou communiquer avec d'autres oiseaux. Mais parce qu'il y a très longtemps, une jeune fille nommée Enora a fait une promesse. Une promesse de guider les âmes perdues, de crier pour ceux qui ne pouvaient plus crier pour eux-mêmes, de s'assurer qu'aucun pécheur ne serait jamais vraiment seul, même dans la mort. Et les mouettes, ces créatures de la frontière entre terre et mer, air et eau, vie et mort, elles ont pris cette promesse pour elles-mêmes. Génération après génération de mouettes, pour des siècles et des millénaires à venir, elles se lèveront à l'aube. Elles se tiendront sur les falaises, et les rochers et les quais, et elles crieront. Pour les vivants, c'est juste un bruit, une nuisance, peut-être. Ou le son nostalgique de la côte qui vous fait penser aux vacances d'été. Mais pour les morts, pour les âmes qui flottent encore près de l'océan qui a pris leur vie, confuses, perdues, ayant peur de laisser aller ce monde familier. C'est un phare, c'est une lumière de guidage, c'est une voix d'ami qui dit « Par ici, tu es attendu. Il est temps de rentrer à la maison. » Et en écoutant cette voix, en suivant ce cri, les âmes trouvent leur chemin. Vers la paix, vers le repos, vers le port qui attend au-delà de toutes les tempêtes. Voilà pourquoi les mouettes crient à l'aube. Et elles crieront toujours, aussi longtemps que la mer touchera la terre, aussi longtemps que les pêcheurs navigueront sur les vagues, aussi longtemps que des âmes auront besoin de trouver leur chemin vers la maison. Le bruit des vagues s'apaise doucement. Et ainsi se terminent nos 5 contes de Bretagne, 5 légendes de la mer et du brouillard. Nous avons voyagé ensemble à travers des histoires de pierres qui chantent pour sauver les pêcheurs, de navires fantômes qui trouvent enfin la paix, de messages qui traversent le temps pour sauver ce qui est précieux, de menhirs anciens qui protègent toujours la terre, et de mouettes qui guident les âmes perdues vers la maison. Chaque histoire nous rappelle quelque chose d'important, que certains dons ne sont pas faits pour être possédés par un seul, mais partagés par tous. Que la compassion peut libérer même les esprits les plus tourmentés. Que l'amour et la mémoire transcendent les générations. Que les anciennes protections ne deviennent jamais obsolètes. Que le service aux autres donne un sens à nos vies. La Bretagne est une terre de mystère, où le brouillard cache autant qu'il révèle, où la mer garde des secrets millénaires, où les pierres se souviennent de vérités que nous avons oubliées. Mais peut-être que ces mystères ne sont pas si éloignés de nous. Peut-être que dans nos propres vies, nous pouvons trouver de la magie. Dans les actes de bonté, dans les promesses tenues, dans le courage de protéger ce qui est important, dans la volonté de servir quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La prochaine fois que vous entendrez le cri des mouettes à l'aube, ou que vous verrez un phare solitaire dans le brouillard, ou que vous toucherez une pierre ancienne, ou que vous trouverez un message inattendu, souvenez-vous de ces histoires. Souvenez-vous que le monde est plus étrange et plus merveilleux que nous le pensons, que des liens invisibles nous connectent à travers le temps et l'espace. Que nos actions, nos choix, notre compassion, tout cela fait écho bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Car c'est cela, le véritable esprit de la Bretagne. Non pas seulement les légendes du passé, mais la sagesse vivante qu'elles portent. Des leçons sur le courage, la communauté, la mémoire et l'amour qui restent aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles, l'os, étaient il y a 1000 ans. Que ces contes vous accompagnent dans vos propres voyages, que vous trouviez toujours votre chemin à travers le brouillard. Que vous entendiez le chant des pierres quand vous en avez besoin. Que vos messages trouvent leur destination. Que vous soyez protégés dans les tempêtes. Et quand viendra votre moment de traverser vers l'inconnu, que vous entendiez les voix qui vous guident vers la maison. Kenavo amis, au revoir, mais pas adieu. Car en Bretagne on ne dit jamais vraiment au revoir. On dit simplement, à bientôt. Quand la marée reviendra. Quand le brouillard se lèvera. Quand la mer nous appellera une fois de plus. Les contes de Bretagne sont terminés pour aujourd'hui. Mais la mer continue de murmurer ses secrets. Les pierres continuent de chanter. Et les mouettes continuent de crier à l'aube. Toujours.